bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On va commencer. Bonsoir. On va commencer par vous présenter rapidement. Mathieu, on va commencer avec toi. Donc, tu as Très écrit bien. sur Family Business, diffusé sur Netflix, ainsi que sur le long métrage Les Barbares de Julie Delpy. Tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose sur... Non, à part qu'effectivement, je travaille depuis 19 ans et demi avec Nicolas Slomka qui est ici. Mais, Donc c'est voilà. un couple Bientôt longue 20. durée. Nicolas, toi tu as écrit sur Fiasco, aussi sur Family Business, d'où la longue collaboration, diffusée donc sur Netflix, ainsi que le long métrage Les Barbares de Julie Delpy. Les mêmes projets du coup forcément. 19 ans. Voilà. Alors, on Non. parle de Fiasco, on parle de oui. Family Business et de Les Barbares, mais il y a eu beaucoup de publicité, il y a eu beaucoup d'autres choses entre-temps qu'on ne cite pas ici. Évidemment. Voilà. Et Des enfin, trucs pour ratés, finir, des trucs qui ne sont pas faits. Voilà. Comme nous tous. Clara, on va te présenter. Donc, alors, tu as un rôle un peu particulier sur Culte. Tu n'es pas la co-créatrice de Culte, mais Non. tu as été productrice sur Culte. Non seulement productrice, mais aussi étudiante à la FEMIS en même temps. Je ne sais pas Oui. si vous imaginez. C'était intense. C'était particulier comme période. Et Donc actuellement, tu travailles sur l'adaptation des romans de Leila Slimani, Le Pays des Autres, Oui, exactement. pour Arte. Oui. En et tant puis- que scénariste. oui, Exactement. Oui, en tant que du coup, en scénariste. tant que Et scénariste. c'est pour ça que Clara est sur scène avec nous, avec Mathieu et Nicolas, c'est parce qu'elle est aussi scénariste. Elle est scénariste, en fait, elle est devenue scénariste avec Culte. Donc voilà, c'est un parcours. Ouais, En fait, il y a un jour où Clara nous a appelés, alors qu'elle était notre productrice sur Culte. Nous, on ignorait tout de ses velléités de scénario. Et un jour, elle nous a appelé, elle nous a dit « J'ai été prise comme scénariste à la FEMIS ». Alors là, nous, on ne savait pas qu'elle avait passé le concours, on ne savait pas que c'est ce qu'elle voulait faire. Donc on est un peu tombé de notre On chaise. a paniqué un peu quand même, on va se le dire. Et puis j'ai fait la même chose à FMI, où un jour je suis allée les voir, je leur ai dit bon, j'ai une série qui est greenlightée avec Amazon, donc productrice. Donc voilà, il va falloir faire les deux ensemble. Et j'ai beaucoup appris des deux expériences de concert. Oui, parce qu'en fait, vous avez vraiment... Enfin, après, on va voir plus en détail, mais vous avez vraiment... C'est une collaboration très, très étroite. Peut-être qu'on peut commencer par la jeunesse du projet. Comment démarre l'aventure Culte ? L'aventure Culte, elle démarre en 2012. Mathieu et moi, on est fraîchement diplômés de nos écoles et on a très envie de faire un film qui ressemble à The Social Network de David Fincher. On adore ce film, on se dit c'est tellement ça qu'on a envie de faire. C'est l'histoire d'une ambition entrepreneuriale, mais c'est un thriller, c'est génial, c'est moderne, c'est tout ce qu'on veut. Et on se pose la question de à quoi ça ressemblerait The Social Network en France, qu'est-ce qui serait l'équivalent, et je sais pas pourquoi, on pense à Love Story. On se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas une bonne histoire à raconter du côté de Love Story ? Parce qu'en fait, le Social Network, ça racontait l'histoire de quelque chose qui a changé la société américaine, puis ensuite mondiale. Et on s'est posé la question de ce qui, en France, avait transformé la société. Et en même temps, on avait envie de raconter quelque chose autour de personnages pas forcément hyper positifs, des personnages avec de fortes aspérités. Et on s'est dit que le monde de la télé, il y avait sans doute de très beaux requins. Et donc on a commencé à se documenter, on a découvert une histoire géniale, et on s'est dit que ça ferait une très bonne fiction. On a eu tort à ce moment-là, parce qu'on a mis 10 ans à la faire, donc ça a été un très très long parcours. À l'époque, en fait, on avait écrit un premier document, dont on peut vous montrer un petit extrait, si Charles, la première slide est présentable. On avait écrit un document qui faisait une trentaine de pages en 2012-2013 par là, et qu'on avait fait lire à absolument tout le monde. Il y a plein de gens qui avaient trouvé ça intéressant. Pas tout le monde, mais en tout cas tous les gens qu'on connaissait. Ouais, c'est ça. C'était pas beaucoup de monde 2012-2013. Ouais, on était un peu des bébés. Et c'est ça, voilà. Donc ça, par exemple, dans ce document qui faisait une trentaine de pages, il y avait déjà, en gros, le squelette de ce qu'allait être toute la structure de la saison. C'était découpé à ce moment-là en, je crois, trois épisodes. Et comme vous pouvez le voir, il y avait un peu des dialogues de ce personnage, Nicolas de Taverneau, qui s'appellera finalement Christian de Chonac pour Et plein qui de n'a rien raisons. à voir avec Nicolas de Taverneau. Qui n'a rien à voir avec Nicolas de Taverneau. Celui-ci qui s'appelle Patrick Lelay. Qui n'a absolument rien à voir avec l'ancien PDG de TF1. Il est question de Stéphane Courby, je vois pas de qui il s'agit non plus. Cela est dit avec la faveur de nos avocats. Voilà.
Et donc voilà, on avait une espèce de résumé des événements, quelques punchlines. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des punchlines qu'on a écrites à ce moment-là qui sont dans la série aujourd'hui, quoi. Là, il y a écrit, par exemple, c'est la scène où les deux patrons de chaîne se retrouvent dans leur tour, dans la tour TF1 au milieu de la nuit que vous avez vu tout à l'heure, pour décider que la télé-réalité n'aura pas lieu en France. Et on voit la réplique où Patrick Lelay, qui est donc devenu Drezen, dit on ne peut pas trahir notre public avec un programme comme Big Brother. Après une petite chaîne comme M6, pourquoi pas, voilà. Donc on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont restées et 1000 choses qui ont changé, et notamment grâce à 2 productrices qui sont venues nous voir en 2020. Et je vais te laisser raconter. Le 1er octobre 2020. 8 ans plus tard, j'ai lu ce document, donc ces 30 pages qui sont arrivées dans ma boîte mail parce que mon associée de l'époque, Georgia Poivre, les avait lues, elle, en 2012. Elle connaissait Mathieu et Nicolas, elle n'était pas encore productrice et il leur avait envoyé le document. Et donc elle me le partage alors que nous, on est entre les États-Unis et la France. C'est le Covid à ce moment-là, on ne sait plus trop où on habite. On habitait là-bas, on est rapatriés en France un peu par la force des choses. Et on se dit, on cherche de nouveaux projets. Et elle m'envoie ça. Et je le relis et on se dit toutes les deux, ça y est, il faut qu'on y aille, c'est le moment en fait. C'était peut-être pas possible en 2012 parce que TF1 et M6 étaient justement les diffuseurs principaux. Mais aujourd'hui, on sortait de The Morning Show qui venait de sortir aux États-Unis, 10% en France. On se dit, il y a quand même beaucoup plus une ouverture. Il y avait déjà un ton qui était très fort. Les plateformes étaient arrivées entre-temps, vraiment. Netflix, Prime Video, Disney+, tout ça était arrivé dans le paysage. Exactement. C'était pas le cas quand on avait démarré le projet en 2012-2013. Netflix venait d'arriver en France. En fait, au moment où on a démarré, nous, on a essayé de vendre le projet, Netflix venait d'arriver en France. Ils étaient en production de Marseille. Mais le producteur qui avait, parce que pour les petites histoires, il y a un producteur qui a acheté la série à l'époque, mais il a mis une option pour 2 ans. C'était Pierre-Ange Le Pogam, l'ancien associé de Luc Besson. Et finalement, il n'a pas réussi à la vendre parce que voilà, Netflix, ça les intéressait pas. Et les seuls qui avaient un tout petit peu mordu à l'hameçon, c'était Canal+. Et puis finalement, ils avaient laissé tomber. Et toi, Clara, quand tu as quand tu as voulu optionner, tu avais quand même des remarques sur le document, des choses que tu avais envie de mettre plus en valeur. Oui, on a eu une très grosse discussion à l'époque. Donc, en fait, à ce moment-là, ce qui était assez rigolo, c'est que mon ancienne associée et moi, on était vraiment des jeunes productrices qui n'avions rien sur nos CV. Et Mathieu et Nicolas sortaient tout juste de Family Business. Donc, il y avait vraiment quand même il y avait cette question de comment on va les convaincre, alors qu'on n'a pas d'argent, pas de statut, pas de tout ça, de reprendre ce document et de travailler. Et en fait, on est arrivé avec une vision en leur disant, écoutez, c'est génial ce que vous aviez fait à l'époque. Il y a tout pour faire une série extraordinaire, mais il faut aller encore plus loin. Et on leur a proposé une vision qui montait justement le personnage inspiré d'Alexia Laroche-Joubert en se disant, aujourd'hui, on est quand même dans une ère post-MeToo. Le personnage inspiré de Stéphane Courby est très intéressant, mais il y a quand même ce personnage de femme qui essaye de faire cette ascension dans un monde qui est ultra masculin, ultra dur. Et en miroir de cette femme, il y a le personnage de Loana, qui était, en fait, ce qui vous intéressait, vous, au départ, c'était surtout les coulisses. Donc, c'était assez naturel en fait que le personnage de Loana soit un peu moins présent, et là à cette époque il l'était beaucoup moins, voire il l'était pas du tout. Et donc l'idée c'était de faire monter ces 2 femmes en miroir et surtout de monter aussi la thématique du voyeurisme et de se dire ok, en fait, comme vous aviez eu cette intuition en se disant c'est ce social network, et on va se dire en fait c'est une époque, l'arrivée de Love Story, l'arrivée de la télé-réalité, ça préfigure l'arrivée des réseaux sociaux en fait et le monde d'aujourd'hui, et comment on va mettre ça davantage en avant. Faut dire que c'était pas du tout une évidence. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres producteurs qui étaient venus nous voir depuis quasiment 10 ans pour nous dire « Ah, c'est bien, on va le relancer, on a beaucoup aimé votre texte et tout ». Nous, à chaque fois, on était là « Oui, vas-y, essaye, il n'y a pas de problème, tu n'y arriveras pas ». Et donc, quand Clara et Georgia sont arrivées devant nous, vraiment, on s'est dit « Bon, c'est encore un coup d'épée dans l'eau ». Et alors là, en plus, pour la première fois, elle venait nous voir, elle me disait « Alors oui, mais en plus, vous devez tout réécrire. Et on n'a pas d'argent ». Donc on s'est dit, on ne va évidemment pas le faire. Et pourtant, ils l'ont fait. Ouais, elles ont été assez convaincantes. Ouais. Donc en fait, ce que tu disais, Clara, ça a quand même fait mouche. Vous dites, ouais, en fait, vous avez raison, il faut monter ce personnage, ça va être mieux. Et on est sorti de ce déj et on s'est dit, elles sont malines, je crois. Elles ont raison, c'est bien ce qu'elles proposent. Ça sera mieux, en fait. Ça sera mieux. Pour la première fois, on y a cru, en fait. On s'est dit à ce moment-là, ok, en 2023,
2023, c'était en 2023, je sais plus, En 2022. 2020. 2020, pardon. Ouais, pardon, oui. En 2020, pour la première fois, on s'est dit effectivement, ça peut avoir du sens aujourd'hui, vu comme ça, avec cette vision-là. Aujourd'hui, ça peut avoir du sens et peut-être que une plateforme pourra mordre à l'hameçon. Et ça a pris 1 an, ce développement entre nous, quand même. Parce que donc, cette discussion était en octobre 2020. Et ensuite, on a réécrit. Vous avez réécrit jusqu'en septembre-octobre 2021, qui est le moment où on va s'associer avec Alexia Laroche-Joubert et aller commencer à proposer le projet à des diffuseurs. Donc ça a été une réécriture qui a été longue. En fait, ce qu'on a repensé à ce moment-là, c'est on a travaillé sur un pitch deck, donc en fait sur 2 documents distincts. Un document qui était vraiment un document de vente qui faisait une 20aine de pages, qui était un peu cool, plein de couleurs, tout ça, avec toute la promesse de la série, les fiches des personnages, mais sans aller dans le détail de leurs arches. Une note d'intention très détaillée, vraiment, enfin, sur laquelle on avait beaucoup travaillé pour mettre en avant ce que cette série, cette époque-là, 2001, racontait de notre époque. C'était vraiment ça l'enjeu. Et puis un deuxième document qui était prêt à dégainer, qui était le document des arches, sur lequel on avait déjà bien développé les arches des 4 personnages principaux. Donc, Parce que c'était ça la grande nouveauté, en fait. C'était aussi ces 4 personnages principaux, donc Loana, Karim, Isabelle et Raphaël, qui allaient vraiment chacun avoir leur intrigue et porter le récit à 4, en fait. Et pareil, Karim, il a été proposé aussi par toi, Clara. Enfin, en tout cas, de trouver un personnage chez soi qui a un regard un peu naïf et extérieur, c'est ça? Ah oui, voilà, en fait, on était dans notre document initial, celui-là, celui qui est derrière vous, là, derrière nous, ce personnage n'existait pas. On était vraiment dans les coulisses et dans le secret des dieux, mais on n'avait jamais vraiment de pont avec le reste du monde, avec le spectateur, et donc on avait Pour besoin- autant, ce personnage avait existé dans des versions Ouais. antérieures Ouais. encore, mais qui n'étaient même pas des documents, qui n'étaient pas des séquenciers. Le personnage de Karim avait été ébauché à un moment, puis jeté à la poubelle. Et effectivement, quand Clara et Georgia sont revenus, à ce moment-là, quand elles nous ont évoqué la possibilité d'avoir quelqu'un qui serait de l'équipe de production, on a tout de suite été rechercher ce personnage qui était... Je me souviens qu'à l'époque, la référence pour nous, c'était La vie des autres, le film allemand, Ouais. parce qu'on avait quelqu'un qui écoutait toute la journée les conversations des gens et qui devenait un peu fou, qui avait l'impression d'être en empathie totale avec qui finissait par leur sauver la vie, en fait. Ouais, on avait ce personnage, on avait eu cette idée de ce personnage qui tomberait amoureux de Loana, on trouvait ça joli, mais on s'était dit, bon, ça n'a pas sa place, on le retire. Et en fait, en discutant avec Clara et Georgia, finalement, ça nous a semblé pertinent. Et donc, on l'a remonté. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez harmonisé tout ça autour d'une thématique en particulier? Déjà, je pourrais dire que la thématique n'est pas arrivée tout de suite. Non, mais, alors, il y a plusieurs écoles, mais en tout cas, nous, avec Nicolas, je ne sais pas si c'est une question de chance, de malchance ou de méthode, mais en tout cas, nous, la thématique n'arrive jamais quand on commence à écrire. On ne sait pas à l'avance sur quoi on va écrire. En fait, si. On pense toujours le savoir, On pense. et puis on se trompe systématiquement, donc, et on s'en rend compte probablement à l'épisode 5. Donc, mais c'est vrai. Et donc, effectivement, là, en l'occurrence, aujourd'hui, je crois que de manière assez ferme, on peut affirmer qu'il s'agit d'une série sur l'ambition, avec effectivement un premier épisode qui s'appelle Les Outsiders, un dernier épisode qui s'appelle Les Insiders, et donc une série en 6 épisodes qui va raconter tous les sacrifices que nos personnages vont faire pour accéder à leurs rêves. En fait, on a articulé chaque épisode autour d'une illustration de cette thématique de l'ambition, d'un parcours en fait de l'ambitieux, de l'outsider, de la position d'outsider à la position d'insider. Donc dans le premier épisode, c'est comment les outsiders mettent un pied dans la porte. D'ailleurs, c'est le titre de l'épisode, les outsiders. Le deuxième épisode s'appelle, je crois, Les amateurs. Les échecs des pionniers. Les pionniers, voilà, les pionniers. Ensuite, le troisième, c'est les amateurs. Donc là, sur ces 2 épisodes-là, on étudie les premiers échecs, la peur de ne pas être à la hauteur. Le 4e épisode, c'est celui où les enjeux les dépassent. Donc là, c'est le moment où le phénomène leur échappe et où nos personnages ambitieux perdent le contrôle. Dans le 5e épisode, il est question de responsabilité. Donc, dans ton parcours d'ambitieux, tu découvres à un moment que
tu portes une responsabilité, donc là en l'occurrence sur les lofters, sur les spectateurs, sur leurs collaborateurs. Et le dernier épisode, c'est l'épisode où ils se rendent compte qu'il s'agit de faire des sacrifices pour accomplir leur parcours, pour aller jusqu'au bout, des sacrifices humains, des sacrifices moraux. Et en fait, vas-y, ajoute. J'ajouterais que chaque trajectoire de personnage incarne un sacrifice spécifique pour accéder à son ambition. En fait, Isabelle, c'est son éthique, Karim, c'est sa santé mentale, Loana, c'est son intimité, sa sphère privée, et Raphaël, c'est son mentor. Partenaire, son mentor. Ouais. Et en fait, donc on a théorisé ça un peu au fil de l'eau, mais une fois qu'on l'a vraiment théorisé, qu'on avait ça très clairement, on a fait le ménage sur tout ce qui était hors sujet. Et c'est vachement bien de faire ça en fait. C'est une vraiment bonne à ça que ça méthode. sert une thématique en fait, c'est que vraiment ça permet de faire le ménage même dans les personnages secondaires, dans les caractéristiques des personnages. Enfin oui, ça permet de Qu'est-ce faire que le vous avez ménage. viré, par exemple, qui n'appartenait plus du coup? Je dirais tellement de choses. C'est difficile en fait, en version plus Juste tard un de vous exemple. répondre. Par exemple, il y a un moment, on avait tout un rebondissement sur une des lofteuses qui était malade et qu'il fallait sortir du loft, et il fallait faire une exfiltration, tout ça. Et en fait, ça se battait un petit peu en duel avec l'épisode Mindy, la fille de Loana. Et on s'est dit, il y en a un qui raconte quelque chose, la question de la responsabilité, celui de l'épisode Mindy. Et l'autre qui raconte pas grand chose, en tout cas rien qui nourrisse vraiment le propos sur l'ambition. Donc on a fait notre choix comme ça. Mais même d'ailleurs sur Raphaël, en fait, on en parlera après, mais pendant la production, on a dû sacrifier à des moments pour cause de grève des jours de tournage, et notamment quand il a fallu couper dans les intrigues, et notamment on a dû beaucoup couper sur l'intrigue de Raphaël et de son père. Il y avait tout un pan en fait qui avait été exploré. On allait chez son père, on découvrait... Un bon 10 minutes. Ouais. Enfin, c'était énorme sur la backstory du personnage, et en fait, vous avez dû réécrire en urgence, en vraiment très très peu de temps, la scène en fait où Raphaël dans l'épisode 5 est au téléphone avec son père et lui parle. Et ça, si on n'avait pas la thématique et que vous saviez pas exactement ce que vous vouliez dire, comment couper et comment réécrire par-dessus, ça aurait été impossible. Et aussi, vous parlez de... Enfin, avec l'ambition, il y a aussi toute la thématique de la société de l'image. Enfin, c'est un sujet, ce sujet-là que vous traitez, avec la mise en scène, l'auto-mise en scène, l'aliénation. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça aussi? Vas-y. Non, mais ça c'est vraiment au-delà des thématiques pour les arches des personnages qu'on a utilisé pour les arches des personnages, c'est vraiment ce qui est inhérent au sujet, quoi. Love Story, la télé-réalité, la naissance de la télé-réalité. On posait la question tout à l'heure de qu'est-ce que ça raconte d'aujourd'hui, et la réponse elle est là, elle est ça raconte la naissance d'une société de l'image, d'un rapport à l'image et de la mise en scène de soi qui a quelque chose de malsain, en tout cas qui interroge. Et on a nourri chaque épisode de ça, et on a essayé de raconter ça à travers un peu tous les personnages. Évidemment à travers le personnage de Karim qui perd le fil entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Le personnage d'Isabelle, on lui a donné cette dimension un peu exhibe, voyeur et exhibe. Donc elle se met en scène dans son couple. Qu'est-ce qu'on a fait avec Raphaël? On est sur... Pardon? Et la partie un peu méta aussi de la fin qui raconte ça, bien sûr. Et voilà, et ce qui est super drôle, quand on fait une série sur des gens qui font une émission, c'est qu'en fait on est dans une espèce de mise en abîme un peu vertigineuse sur ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Enfin, nos personnages passent la série à manipuler les images, donc nous, ça nous a intéressé de jouer là-dessus aussi et de raconter en bout de course que oui, on vous a raconté des choses qui sont pas vraies dans cette série. Évidemment qu'on l'a fait, mais est-ce que c'est si important que ça? Le début de l'épisode 6, par exemple, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au tout début, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu la série, le début de l'épisode 6, on ne sait pas si on est dans une émission, dans un épisode de Love Story de 18h10 ou si on est dans la fiction, c'est-à-dire qu'on s'est filmé comme une télé-réalité. Où Isabelle est la lofteuse. Où en fait. Isabelle devient lofteuse. Donc en fait, voilà, on joue un peu avec la confusion et on ajoute en plus... Par-dessus ça, pour les plus attentifs, la voix d'Alexia Laroche-Joubert. Donc voilà, on crée un peu de confusion là-dessus. Et j'ajouterais juste que tu parles de la dimension méta, mais la dimension méta, elle va encore plus loin, puisque nous étions en train de fabriquer la série. Au moment où on était en train d'écrire l'épisode 2, qui est donc l'épisode des castings des lofters, nous-mêmes, nous étions casting des acteurs
qui allait être dans la série, et qu'en fait, il y a eu énormément d'allers-retours comme ça entre ce que nous vivions et ce que nos personnages étaient en train de vivre, et il y a beaucoup de répliques dans cette série. Des gens avec qui on travaille. Voilà, sur des phrases de gens avec qui on travaillait à ce moment-là. C'est ça, il y a vous avez une phrase qui résume bien cette polarité entre vérité et crédibilité, c'est peu importe si c'est vrai, l'important c'est qu'on y croit. Et je crois que c'est Isabelle qui le dit à un moment. Oui, c'est la dernière réplique. Hein, donc c'est une clé de lecture pour tous ceux qui ont douté. Pardon. L'autre force, une des plus grandes forces du pilote, c'est quand même, quand vous parlez d'ambition, c'est le personnage d'Isabelle, qui est quand même très très ambitieuse, voire arriviste pour certains. Et pourtant, en fait, on a beaucoup d'empathie pour elle et on a envie qu'elle réussisse. Donc, comment vous avez construit ça pour qu'on soit avec elle et pas contre elle ou qu'on la juge pas, ou pas trop, du moins. On a galéré. Moi, je crois qu'on la juge quand même. Je crois que alors nous, à vrai dire, c'est marrant parce qu'on entend beaucoup de gens aussi qui nous font des retours très durs sur ce personnage aussi. Mais je crois que les gens sont quand même, malgré tout, même ceux qui la jugent très fort, sont quand même embarqués et la suivent et l'accompagnent parce que c'est ça. Elle n'est pas là pour être aimée. On a juste besoin en fait de comprendre ses motivations pour la suivre. Et toutes ces motivations, en fait, elles partent d'une injustice. En fait, un personnage a le droit d'être détestable. Dans la mesure où son ambition, elle est motivée par quelque chose que lui considère injuste. On est avec lui avec ça, à ce moment-là. Et dans l'épisode 1, on a fait en sorte d'installer une injustice forte pour chacun de nos personnages principaux. On va s'arrêter, on va parler un peu plus en détail du personnage d'Isabelle, mais c'est vrai de tous. Karim, il y a une urgence sociale dans laquelle il vit, il galère pour payer le loyer pour toute sa famille. Il est traité comme une merde par l'environnement dans lequel il travaille, parce qu'il est issu d'une minorité dans un monde où il n'y en a pas. Raphaël, c'est un petit mec de la campagne qui est monté à Paris et qui est dans l'ombre de Philippe. Mais c'est Raphaël qui fait tout. C'est Raphaël le génie, c'est Raphaël qui porte la boîte à bout de bras. Et malgré ça, il est considéré comme l'assistant de l'autre. Et ça, c'est injuste. Donc on a envie qu'il sorte de ça. Et Isabelle, parlons-en, il y a plusieurs injustices. D'abord, les injustices qu'elle subit en tant que femme dans ce monde misogyne. Et puis, il y a une scène qui est vachement importante, c'est la scène 120. Et on peut passer à la slide d'après. Charles ? La séquence 120. Bon, c'était 114 dans le séquencier, ça a bougé. Bref. En fait, on vous a apporté plusieurs versions de cette séquence parce qu'on avait identifié qu'à un moment, on voulait mettre Isabelle en difficulté dans sa famille pour montrer qu'elle subit un mépris familial qui est à l'origine d'une grosse blessure qu'elle va devoir guérir au cours de la saison. Et on a énormément tourné en rond autour de cette séquence et on peut vous la raconter un petit peu. Dans le synopsis, on s'était raconté qu'il y avait un anniversaire en famille. Donc, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez dans le synopsis, dans les arches, ça fait quoi, une quinzaine de lignes. Dans le séquencier, ça fait une page. Dans le dialogué, qui est la slide d'après, ça en fait 3. Et à chaque fois, c'est toujours pas la bonne version. C'est toujours pas celle qui est dans l'épisode final. Ce qui est rigolo, c'est que dans les premières, donc dans les arches et dans le séquencier, le conflit, il tournait autour d'un débat d'idées. Et on voulait qu'elle soit l'objet des moqueries de ses parents. Donc ce qu'on avait fait, c'était il y avait un cadeau d'anniversaire. C'était son anniversaire à elle, et ses parents lui offraient un cendrier, parce qu'il y avait cette histoire de cendrier qu'elle avait jeté sur le dire-antenne de TF1. Et tout le monde se foutait gentiment de sa gueule, et elle faisait mine de trouver ça rigolo, mais en fait elle en souffrait. Donc ça, c'était les premières versions. Et puis, mais c'était pas assez bien. C'était pas assez bien parce qu'en fait, c'était un conflit, et ça racontait quelque chose, mais ça ne nourrissait pas la narration. Cette scène, on pouvait la déplacer où on voulait, quelque part, on aurait pu la mettre n'importe où dans l'épisode, elle aurait pu se glisser un peu partout. Ce qui veut bien dire qu'elle n'était pas encore assez bonne. Il fallait qu'elle soit à un endroit où elle fasse basculer les choses. Et donc, finalement... Non, mais j'ajouterais qu'en plus, elle ne nous donne pas le sentiment
on voit que ses parents sont cruels et qu'il y a un problème avec eux d'estime, mais on se dit pas, ok, si elle a pas ce job, si elle a pas Love Story, sa vie en dépend. Ils vont être cruels quoi qu'il arrive, donc il fallait qu'on trouve quelque chose, et c'est ça qui a été très difficile et que vous avez réécrit 70 fois, je tiens à le dire, jusqu'à trouver la bonne scène, de se dire en fait il faut qu'on soit avec elle et qu'on se dise si elle n'a pas ce job, c'est sa mort intérieure, quoi. Mais c'est précisément ça qui nous a donné la clé. C'est, je crois, dans la slide d'après. Je sais même pas si la slide d'après est encore la bonne version. Je crois que dans la slide d'après... C'est encore pas la bonne version. C'est pas encore la bonne version, c'est ça ? Beaucoup cherché. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, là, c'est la scène. Il faut savoir qu'on a écrit vraiment 3 pages. beaucoup de versions. On les a écrites tous les deux. Après, donc, notre co-auteur sur les dialogues, Marina Rollman, est passée dessus. C'était toujours pas bon. Les 3 autres producteurs disaient c'est pas mal. Mais Clara Lévy disait non, ça ne passera pas. Et donc, elle nous rappelle, elle disait, vous réécrivez cette scène. Donc, on repartait en écriture. Et je sais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, ça s'est Au débloqué. bout d'un moment, on a eu 3 un minutes. déclic La promotion. sur ce que tu as dit là. C'est le fait que ce job doit être vital. Obtenir ce job. À un moment, on s'est dit, en fait, le conflit de la scène, c'est que son père lui propose du boulot. Et qu'elle peut pas l'accepter parce que c'est la honte. Et qu'elle le cache. Elle vient d'être virée et elle lui ment. Elle raconte que tout va bien. Et en fait, quand on a eu ce déclic-là, on a trouvé la scène. Parce que comme ça venait d'arriver dans la scène d'avant, qu'elle perdait son boulot, et brutalement, cette scène, elle prenait tout son sens et elle nourrissait vraiment toute la prise de décision d'Isabelle pour la suite. Voilà. Il y a eu un autre moment aussi qui était très important, c'est quand elle accepte de prendre l'accusation de cocaïne, enfin, que je ne sais pas comment on dit, pour Porter le chapeau. Au début, elle cherche à lui faire du chantage, en disant je vais balancer à ton ex parce qu'il est en train de se fighter pour les enfants, etc. Et finalement, elle lui fait une proposition qui est win-win. C'est ça aussi qui la rend intelligente et pas trop connasse. Ça, c'est vraiment technique aussi. Mais c'était une prise de tête, cette storyline-là. Mais il fallait qu'Isabelle gagne son emploi, enfin son job de Big Brother. Mais il fallait pas qu'elle le fasse en détruisant Xavier. Parce qu'on n'allait pas lui pardonner en tant que spectateur. Donc il fallait qu'on trouve un truc dont Xavier allait sortir gagnant. Et... qu'est-ce qu'on l'a retourné dans tous les sens, des jours et des jours et des jours, et en fait voilà, ça finit. Il y avait un autre truc aussi, peut-être que je ne sais plus, mais peut-être que la V1 c'était juste la scène que vous avez vue où c'est au restaurant. Peut-être qu'il y a eu une version où ça s'arrêtait là, où juste elle arrivait à le convaincre au restaurant. Je ne sais plus. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai eu un retour de lecteur, je me souviens notamment le réal, quand il l'avait lu la première fois, il a dit, en lisant la scène au restaurant, j'ai cru qu'il allait dire oui et que c'était fini, et je me suis dit oh c'est un peu facile. Et c'est là qu'on l'a embarqué, c'est quand on l'a surpris en disant bah non, il l'a grillé, il a compris il a compris ce qu'elle essayait de faire, il lui dit non, et comment est-ce qu'elle va revenir par la fenêtre. Et voilà, nous c'est quelque chose qui nous excitait beaucoup. On a mis beaucoup de temps à trouver cette intrigue. Je précise qu'en plus de ça, on s'est plus ou moins basé sur des histoires plus ou moins vraies qui ont pu arriver à Alexia Laroche-Joubert à cette époque. Et donc effectivement, la première version qu'on avait envoyée était un peu soft, voilà, soft. Et Alexia, quand elle a lu la première version du texte, nous a dit « Ah là là, moi j'ai fait bien pire, je vais vous raconter. » Donc voilà, alors on n'a pas pu mettre pour de vrai ce qu'elle a fait, mais on a fait une version à notre sauce, voilà. Plus édulcorée. Super. Et donc, est-ce qu'on peut parler de structure du pilote un peu plus en général ? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez fait pour structurer cet épisode ? Alors, c'est la slide suivante. Donc, moi je propose qu'on parle de ce qu'est un épisode 0 d'après nous. Il y a un grand débat entre Clara et nous. Nous, on pense que ce pilote est ce qu'on appelle un épisode 0, au sens où c'est un épisode qui met toutes les pièces du puzzle en place pour qu'à la fin de l'épisode, l'action puisse se lancer et qu'en fait la série, quelque part, elle commence dans la dernière scène de ce pilote. C'est-à-dire que c'est un peu à notre sens, et donc pas au sens de Clara, c'est à notre sens une bande-annonce de l'ensemble de la série. C'est-à-dire qu'en vérité,
il n'est pas question de love story encore dans cet épisode, à part à la toute fin. Mais en vérité, cet épisode, c'est pas ce que le spectateur est venu chercher, a priori. Il est venu pour voir une série sur love story, on lui donne pas love story. Donc... Mais on lui donne le goût de ce que sera la série, de ce que seront tous les types de rebondissements et de ce que sont capables de faire tous les personnages. C'est pour ça qu'on l'appelle épisode 0. C'est là où il y a un désaccord de nomenclature. On est d'accord sur ce qui est censé établir un pilote et notamment justement poser toutes les intrigues principales pour les personnages, chacun de leurs enjeux et nous dire voilà la promesse de la saison. C'est pour ça que c'est très intelligent que ce pilote, selon moi, se termine sur oui, vous avez gagné, vous allez avoir Big Brother, mais vous avez 4 mois pour le mettre à l'antenne. En fait, ça se termine sur un oui, mais une semi-victoire et ça, c'est super. Mais justement, moi, je trouve que ça, c'est ce qui fait un très bon épisode 1. À la fin, par exemple, de House of Cards, du pilote d'House of Cards, qui est un épisode 0, le personnage de Frank Underwood a réussi. En fait, il essayait d'obtenir une place, un poste. Vice-président, je crois. Ouais, c'est ça, qu'on lui enlève. Et pendant le premier épisode, il joue des coudes pour réussir à revenir à cette place-là. Et il conclut en disant I'm hungry for more. C'est-à-dire qu'il y a la blessure originelle qui va en fait donner lieu à toute la suite de la série. Ouais. Et ensuite, il y a on va dire la première marche qui est gravie, mais sur dans le dernier acte. Dans le dernier acte sur 700 marches. Mais c'est le tout début, effectivement, il termine en mangeant des ribs en disant I'm hungry for more. Bon, et là, pour nous, on a effectivement une espèce de bande-annonce de ce que va être toute la série. Donc on a un peu réfléchi comme ça. Ensuite, structurellement, on a structuré ça un peu comme chaque épisode est structuré un peu comme un petit long métrage. Donc en 4 actes. Bon, un long métrage, on dit souvent que c'est en 3 actes. Acte 1, acte 2A, acte 2B, acte 3. En fait, c'est 4 actes, on va pas se mentir. Et on a structuré donc chacun de nos épisodes de cette manière-là. Et dans chaque acte, on a une intrigue A, une intrigue B, une intrigue C. Donc une intrigue pour Raphaël, une pour Isabelle, une pour Karim, et chacun avance d'un pas. Et chaque acte se termine par un turn, donc voire plusieurs, comme à la fin du premier acte, qui sont en fait ce qu'on appelle un turn. Pour nous, c'est un moment de bascule, une révélation ou une prise de décision ou un événement inattendu qui vont changer la donne. Clara et Nicolas, vous cachez le turn de l'acte 2B. De A, pas de l'acte 2, pardon. Il est sur notre visage, non? Donc, par exemple, à la fin du... Et en fait, c'est une manière de mettre en action en permanence. Tout est tout le temps en conflit, en action, dès le début. Dès le début, on prend le personnage de Raphaël en train de chercher désespérément Philippe. On n'aurait pu pas faire ça. On aurait pu dire, on a rendez-vous ce soir à Amsterdam, et on aurait eu cet acte 1 où ils expliquent que c'est très important, tels sont nos enjeux, il faut qu'on arrive à sauver la boîte. Mais en fait, on l'a mis en conflit en faisant que Philippe était introuvable. Voilà, c'est bête, hein, c'est une petite astuce. C'est vraiment tout bête. C'est vraiment des choses bêtes, et c'est d'ailleurs une astuce qu'on utilise également au début de l'épisode 2. C'est pas le cas à tous les épisodes, mais il se trouve qu'au début de l'épisode 2, c'est également la même chose, puisque au début de l'épisode 2, c'est Isabelle qui cherche Raphaël. C'est Isabelle qui cherche Raphaël, et donc le début de l'épisode 2, c'est Raphaël, quelqu'un m'a trouvé Raphaël, voilà. C'est très efficace. Ouais. Donc le premier turn, c'est Raphaël a loupé son vol et Isabelle apprend qu'elle va être virée de chez PPP. Donc dans l'acte 2, ils ont un problème à régler qui a été établi à la fin de cet acte 1. Les intrigues avancent. Le deuxième turn, c'est que, on en parlait tout à l'heure, Xavier n'est pas tombé dans le piège d'Isabelle. C'est dans la scène du restaurant. Et en plus, il se venge en virant Karim, ce qui a donc des conséquences sur l'intrigue C, l'intrigue de Karim. Acte 3. Chacun avance encore et on arrive à un truc dont on est très fier, c'est que le All is Lost, qui est la fin de notre acte 3, c'est un événement qui fait s'effondrer en cascade les 3 intrigues. Et c'est ça qui a été très dur de construire dans l'intrigue Xavier et Karim, en fait. C'était ce lien-là. C'est ça qui a pris des jours. Ouais. En fait, la vente de Big Brother tombe à l'eau. Donc ça, c'est du côté de Raphaël. Ça a une conséquence directe sur Isabelle, puisque tout son objectif de l'épisode, c'était obtenir Big Brother, sinon elle finissait à la rue. Donc elle finit à la rue, puisque Big Brother n'existe plus. Et Karim avec, puisqu'elle a embarqué pour obtenir son job, elle a compromis la carrière de Karim, qui également se retrouve au chômage. Donc un seul événement fait tout basculer. Et l'acte 4, c'est Isabelle, donc l'intrigue B, qui vient résoudre l'intrigue A,
avec son idée de transformer Big Brother en Big Sister, et ça résout les 3 intrigues. Ça unit en fait les intrigues A, B et C dans une seule et même scène, qui est cette scène de négociation finale entre M6 et PPP. C'est très propre. C'est clean, hein. Des bons élèves. Du coup, comment vous fonctionnez ensemble? C'est quoi votre méthodologie? Donc vous, ça fait 19 ans que vous travaillez ensemble. Vous avez peut-être l'habitude, vos petits. Comment on petits passe de trucs. couple à trouble? Exactement. C'est à toi d'en parler. Ah, vas-y, Clara. Non, moi au début, il a fallu gagner leur confiance, quoi. Mais comment on passe? Moi, je suis souvent pas d'accord, en fait. C'est ça ma place dans le trio. Exactement. Mais je pense que je me suis vachement imprégnée de leur vision, qui était assez claire, en fait, dès le départ. On savait, en fait, ce qu'on voulait faire. Donc ça, je pense qu'il y avait vraiment ce socle commun. Et ensuite, je sais pas trop comment dire. Je pense que ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est vous, à quoi je vous sers, on en s'est fait. beaucoup parlé, en fait. WhatsApp, finalement. Ouais, Méthode de par travail. WhatsApp. Et la slide suivante pourra vous l'illustrer. Oh, c'est vraiment anecdotique, mais c'est un exemple. Mais nos journées étaient rythmées par des discussions WhatsApp, parce qu'évidemment, comme elle était à la FEMIS, elle n'avait pas le droit de téléphoner. Mais donc, elle faisait semblant d'écouter les cours. Et... Pardon, il y a des gens de la FEMIS dans la salle. Pardon. Elle écoutait attentivement les cours. Voilà. Et Les deux en même temps. elle nous répondait à nos messages. Elle arrivait à se concentrer et à lire 15 pages de texte. Non, je plaisante, mais voilà, on arrivait à échanger et à lui soumettre toutes nos idées, ce qui était pas mal, parce qu'en plus de ça nous obligeait à pas mal de concision, nous deux, à être sûrs de ce qu'on voulait lui dire quand on voulait lui en parler, parce qu'elle n'avait que 3 moments par jour où on pouvait lui parler, donc c'est-à-dire avant 9h du matin, à 13h et ensuite à 20h. Mais c'est vrai. À chaque fois pendant 15 à 20 minutes. Maximum. Voilà. Non, mais en vrai, ce qui était... du coup, on était très organisés sur nos horaires de communication, quand même, je trouve. Non, mais c'est vrai, ça a aidé quand même pas mal. Et on faisait beaucoup de versions intermédiaires où vous m'envoyiez les textes, on en discutait. Je pense que c'était un peu ça, la méthode de travail qui était intéressante. C'est qu'on était beaucoup de producteurs, on était 4 producteurs quand même, plus un diffuseur. Et ce qui s'est bien passé, je pense, c'est qu'on s'est assez vite mis d'accord avec mes coproducteurs, que j'allais être l'interface et la personne qui allait récupérer les retours de tout le monde et permettre aussi à Mathieu et Nicolas, du coup, de pouvoir travailler dans une forme de sérénité. C'est-à-dire que, si moi, je faisais un peu le liant, et eux, ils parlaient avec moi, et donc ça permettait aussi de ne pas avoir ce pudding où tout le monde dit un truc différent. Il faut imaginer quand même que... C'est toi qui mettais tout le monde d'accord Alors, entre tout les le monde profs, d'accord, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, prenais, c'est que, par exemple, Alexia Laroche-Joubert, qui était donc une des coproductrices, elle a un emploi du temps absolument délirant. Quand on veut prendre rendez-vous avec elle, il faut s'y prendre des semaines à l'avance. Donc, pour obtenir d'elle qu'elle lise un texte, c'est pas évident, parce que déjà, elle travaille la nuit, et même en travaillant la nuit, elle n'a pas le temps de tout lire. Donc, on peut pas lui envoyer 50 versions d'un texte. Quand on lui envoie une version d'un texte, il faut être sûr de soi, il faut qu'on soit tous raccords, elle va pas lire des mini-variations. Donc, tout ça passait d'abord par Clara. Clara qui nous disait, c'est pas assez bien, il faut modifier ci, il faut modifier ça. On faisait pas mal d'allers-retours, franchement, parfois jusqu'à 5, hein. Peut-être même plus. Même 9. Jusqu'à 9, ok. Donc, on faisait une V 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, jusqu'à parfois 1.8, 1.9. Et puis, à un moment, on se disait, ok, c'est bon. Ça part chez les autres producteurs, donc Georgia, Fred Lusato et Alexia. Et en fait, le concept, hein, en gros, c'est ne jamais envoyer quelque chose dont on n'est pas 100% convaincu. Alors, avec Clara, nous, on avait l'impression de lui envoyer un truc dont on était 100% convaincu. Elle disait non, pas assez bien. Mais la V1.9, on était tous les 3 100% convaincus. Là, ça partait à l'échelon du dessus, qui, du coup, à ce stade, avait assez peu de retours à nous faire. Généralement, c'était des trucs, les retours d'Alexia, ça pouvait être des retours de crédibilité. De crédibilité du milieu du visuel. Oui. Elle touchait quasiment pas à son personnage, à peine. Genre une fois ou deux, sur j'aurais pas dit ça, ou ça me ressemble pas trop. Voilà, vraiment des détails. Genre j'avais un chien, vous Genre vraiment, oui, j'aurais plutôt mangé un yaourt. Enfin, vraiment, c'est ce genre de choses-là. Cette note a été faite. C'est vrai qu'il y avait un truc avec un Il y avait yaourt. une pizza dans le frigo à une époque. Ouais. Et J'aurais jamais mangé une pizza, j'aurais mangé un yaourt. Voilà. Mais ce qui embête, ce qui en fait dit des choses de son personnage. C'était pas nul comme retour, c'est vrai.
Et donc voilà, donc une fois que tous les violons étaient accordés entre les producteurs et que la version était validée par tout le monde, ça partait enfin à Amazon. Donc c'est toi qui envoyais à Amazon. Et généralement, ils étaient contents, Amazon. On a assez peu de 17 retours. versions entre nous, en fait. Alors, peux-tu décrire ce que ça veut dire qu'ils étaient contents? Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, Amazon a ce qu'on appelle fast-tracker le projet. Et donc, effectivement, normalement, quand on écrit une série, et nous, on l'a vécu sur d'autres projets, on a 3 versions de séquencier, 3 versions de synopsis, puis 3 versions de séquencier, puis 3 versions de dialoguées. Dans le cas de Cul, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait qu'une version de séquencier, oui, au final, et on a fait 2 versions de dialoguées, on va dire, et après, il y avait tous les polish de tournage qui changeaient. Mais en fait, tout a été hyper rapide, en fait, en vérité. La chance qu'on a eue, je dirais, sur l'ensemble des intervenants, à tous les niveaux de la chaîne, c'est qu'on voulait tous faire la même série, et qu'en fait, c'est pour ça que quand on envoyait un texte qui avait été bossé pendant 9 versions avec Clara, qu'on l'envoyait à Alexia, Fred et Georgia, puis qu'ensuite on l'envoyait à Amazon, comme on voulait tous faire la même série, en fait, on était tous alignés, en fait. On savait, en tout cas Clara déjà savait ce que tout le monde voulait, donc ça allait assez vite. Ouais, en gros, le type de retour qu'ils pouvaient nous faire, c'était pas on croit pas en cette intrigue ou on aimerait davantage de ci, de ça. C'était cette scène-là, on comprend ce que vous voulez faire, vous pouvez faire mieux. C'est pas encore assez bien. C'est pas, je sais pas, le conflit est pas assez fort ou on comprend que vous essayez de faire de la comédie à cet endroit-là, vous pouvez mieux faire, ça peut être plus drôle. Et ces choses-là, ça nous a vachement nourris, quoi. Ouais, ce qui permet d'enchaîner peut-être avec le teaser, justement. Peut-être qu'il y a le retour d'Amazon qui... Tout à fait, bah oui. Vous dans nous ce parlez sens de ce que tu racontes. Ouais. C'est ça, des seuils, donc le teaser. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez... Donc ce qu'on appelle le teaser déjà c'est le début donc, de l'épisode 1, ce que vous avez vu ce soir, donc l'ouverture, qui aujourd'hui est donc, pour ceux qui ont vu la série, la fin de l'épisode 3. Alors mis en scène différemment, mais c'est la fin de l'épisode 3. Nicolas, je te laisse poursuivre. En fait, le teaser, à la base, jusqu'à assez tard, jusqu'à... Ah bah, on était vraiment en fin d'écriture, on était en juin. C'était l'irruption de Karim dans l'épisode 6. Karim rentre par effraction dans le studio pour aller voir Loana, et c'était cette scène-là en fait. On avait mis cette scène-là et en fait on s'était dit waouh, c'est trop cool comme ça. Il y a une espèce de 5 mois plus tôt, comment ce personnage a pu devenir aussi fou, qu'est-ce qui s'est passé. On le retrouvait 5 mois plus tôt, souriant, en train de jouer à la 64 avec Isabelle, et ils étaient les meilleurs amis du monde, et pendant un temps on trouvait ça pertinent. Et en fait Amazon, Elsa Rod chez Prime Video nous a dit il y a un truc qui va pas avec ce teaser, c'est qu'il n'est pas vraiment la promesse de ce que sera la série. Il nous raconte que l'enjeu principal c'est Karim et Isabelle, et c'est pas vrai, c'est pas ça l'enjeu principal de votre série. Réfléchissez à autre chose. Donc nous on était à quelques semaines du tournage, en termes de timing c'était une catastrophe en fait, parce que c'était tellement une catastrophe qu'elle n'osait pas nous le dire. Ouais, c'est vraiment, j'ai essayé de me battre dans l'ombre très longtemps avant d'accepter qu'il allait falloir changer le teaser. Heureusement qu'on l'a fait au final, mais parce qu'ils étaient en train d'écrire l'épisode 6, ils étaient très en retard sur l'écriture de l'épisode 6 parce qu'on avait déjà extrêmement peu de temps pour l'écrire, et par ailleurs c'était très dur de finir en fait. Il y avait vraiment cette question de comment on finit les arches des personnages, et donc il y avait beaucoup de panique à ma gauche et à ma droite, et là on m'appelle et on me dit non mais en fait c'est pas une négociation. Enfin, j'ai essayé de négocier l'auteur, au bout d'un moment on me dit c'est plus une négociation, il faut changer le teaser, ok. Donc, je me dis mais comment on va faire. Ils avaient complètement raison. Ouais, oui. Et donc on se dit effectivement, en fait, c'est pas la promesse de la série. Et en fait, on s'est dit, on va pas réinventer un nouveau truc. Alors, ils avaient une suggestion qui était pas très bonne, qui était, essayons de, genre, il s'est passé peut-être la scène d'Isabelle avec le cendrier que vous racontez. Est-ce qu'on verrait pas cette scène en ouverture? Et ils nous disaient, mais non, c'est toujours pas ça. C'est pareil, c'est que Isabelle. Et à un moment, on a eu cette illumination. On s'est dit, le point de bascule central, c'est la piscine. Il y a tout un jeu sur la manière dont les images sont montrées, remontées, les vérités transformées, ce que voient les spectateurs versus ce qui s'est vraiment passé. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une espèce de version alternative de cette scène de la piscine en ouverture où on ne montre pas tout?
Et en fait, en se plaçant uniquement du côté des coulisses, on s'est dit, est-ce que là, on n'est pas complètement dans la série, puisqu'on est vraiment côté coulisses? Est-ce que finalement, comme ça, on ne va pas montrer quelle est la place de chaque personnage dans la hiérarchie de la production? Donc avec Raphaël qui est en train de dîner avec Philippe dans un bel appartement parisien, on a Isabelle qui revient au scooter, qui donne des directives à tout le monde, on a Karim qui est sur place, qui répond dans un talkie, on a Elena aussi qui est ici, on voit l'ambiance de la régie, les écrans, le caméra run, bien sûr, le caméra run, duquel ils voient la piscine, on devine ça, même si on ne le voit pas, on devine qu'ils sont en train de regarder le after. On s'est dit, est-ce que finalement on n'a pas toute la promesse de la série en 2 minutes? Et puis en fait, tout le monde connaît la piscine, mais nous, on va vous montrer ce qu'il y a derrière, en fait, la piscine. Et puis c'est une scène d'action hyper tendue et tout, donc ça cochait un peu toutes les cases. Voilà. Et surtout, il y avait le moyen de mettre enfin en valeur cette réplique que personnellement j'adorais, qui était d'ailleurs, je crois, dans le traitement original, qui était va falloir changer l'eau de la piscine, que en épisode 3, on était obligé de mettre un peu de côté. Elle était là, mais on l'entendait pas vraiment parce qu'il fallait finir sur le live pour kiffer. Et là, on pouvait enfin la mettre en valeur. Il y a une version, ça avait été on va falloir changer de la piscine, c'était le cliff. Il y a un moment, c'était le cliff. Et puis finalement, l'écriture allait plus loin dans le temps, et donc finalement, c'était plus le cliff, c'était juste une réplique comme ça. On était un peu malheureux, on s'est dit, c'est quand même dommage, on aimerait bien la valoriser un peu cette réplique, donc on s'est dit, ok, c'est la bonne manière. Je précise quand même, pour rendre à César, que c'est une véritable phrase qui a été formulée par Alexia Laroche-Joubert. Et du coup, malgré toutes les versions que vous avez faites, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez encore améliorées, là, avec le recul, quand vous regardez des erreurs commises dans la série, des trucs que vous voudriez alors moi, changer? premier truc, je vous laisserai répondre après, mais le truc qui revient parfois, c'est qu'il y a des gens qui pensent que César est le fils... que Raphaël... Je vais y arriver. Que Raphaël est donc le fils biologique de Philippe. Parce que comme il arrive à l'hôtel et qu'il dit c'est mon père, je suis son fils. Voilà, il y a des gens qui pensent vraiment que c'est son fils. Voilà, ça c'est un peu une erreur qui. C'est aussi qu'on a dû couper toute l'arche de Raphaël avec son vrai père. Ouais. Non, moi je dirais en fait une leçon qu'on a apprise pendant le tournage. C'est il y a jamais trop, enfin je sais que les réalisateurs vous diront le contraire, mais nous, on pense qu'on ne met jamais trop de didascalie. Parce que le réal, il est au milieu de 12 semaines, tout est cross-bordé, c'est dans tous les sens. S'il n'y a pas la didascalie en dessous de la réplique d'Isabelle pour marquer « vexé comme un pou », elle va pas le jouer comme ça, parce que plus personne s'en souvient à ce stade-là. Et donc nous, on a été très très vigilants, on a mis toutes les didascalies les plus précises possibles sur les émotions et les intentions des personnages. Ça veut pas dire qu'il faut écrire il se lève, il regarde par la fenêtre, se gratte la tête et se rassoit. C'est pas ça, mais faut que les intentions soient extrêmement claires partout. Ça nous a joué des tours à certains moments, donc il y a des choses qu'on a dû retourner, une ou deux petites choses, et on a fait en sorte d'être très très présent sur le tournage pour éviter ce genre de problème-là. Un autre truc qu'on a découvert, c'est qu'il y a eu une quantité de post-synchro délirante, parce que parfois, on s'est un peu reposé sur le sous-texte, en se disant « c'est plus fin, c'est plus malin ». Mais en fait, quand ça concerne des rebondissements, des trucs de plot, c'est quand même pas mal qu'en fin de scène, après tout le sous-texte, il y a une phrase un peu claire qui dit de quoi il s'agit. C'est la grande technique de Succession. Par exemple, si vous regardez Succession, les personnages sont en sous-texte pendant 80% de la scène, et à la fin, vraiment tout est carte sur table, on dit tout est dit. Ouais. Donc en vérité, s'ils veulent le couper, ils peuvent le couper, mais voilà, les choses sont quand même dites en général au bout du compte. Du coup, est-ce que vous pouvez, justement, c'est une bonne transition vers le tournage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toute la partie prépa, tournage, comment vous avez été impliqué à cette partie-là, dans cette partie-là, et voilà, les challenges, les défis. Bon, alors les plateformes, c'est pas un secret, n'aiment pas beaucoup que les auteurs restent présents. Enfin, ils adoreraient que les auteurs rendent leur texte et disparaissent. Ça les arrangerait bien, parce que du coup, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, le réal. Nous, on a fait en sorte de former un vrai trio avec Louis, le réalisateur. Dès qu'on l'a rencontré, on a tout de suite dit que c'était comme ça qu'on souhaitait travailler. On a eu la chance d'avoir des producteurs qui étaient d'accord avec ça, qui nous ont soutenus. En fait, la série demandait une telle quantité de documentation et
de connaissance du milieu, des personnages. C'était important en fait qu'on soit là. Et donc le réal l'a vite compris. Il est arrivé pendant qu'on écrivait les textes. Nous, ça faisait 10 ans en fait qu'on avait l'histoire dans nos bagages et qu'on avait rencontré 40 000 personnes et qu'on avait lu 40 000 livres. Donc en fait, on était un très très bon soutien pour lui pendant tout le processus. Donc s'il a fallu peut-être au début mettre un peu le pied dans la porte à l'image des personnages dans l'épisode 1, ensuite en vérité ça s'est très très bien passé avec Amazon qui en fait a vu notre implication d'un très bon œil. Nous avons été présents en vérité sur absolument tout, depuis les castings jusqu'au dernier mix. Donc vraiment, nous, on a été là tout le temps, quoi. Ouais, moi j'ajoute que justement, on a vraiment voulu, même avec les 4, on était 4 donc producteurs, être très collaboratif, ce qui a fait un peu peur à la plateforme au départ, parce que ça peut être le symptôme de mais tout le monde va donner son avis, comment on va faire, etc. Et nous, on a vraiment essayé justement de donner un peu des rôles à chacun. Donc par exemple, moi je m'occupais des textes, etc., pour vraiment leur dire ne vous inquiétez pas, on est beaucoup, mais chacun est un peu dans son rôle. Et ça s'est super bien passé. Et je trouve que ça, c'est vraiment, moi, une des choses que je retire de cette expérience, c'est que c'est possible, en fait, contrairement à ce qu'on nous a dit plein de fois, de collaborer, d'être plusieurs et que ça se passe bien, en fait. Pour autant, on était à notre place. C'est-à-dire que sur le tournage, sur le plateau, c'était le plateau de Louis. C'est lui qui dirigeait les comédiens, on ne parlait jamais, on ne donnait pas la moindre indication aux comédiens. Et quand ils venaient nous demander des trucs un peu, parce que parfois ils sont malins, ils se disent si les auteurs me disent ça, je vais pouvoir contredire le réal, on disait tu demandes à Louis, c'est lui qui dirige la scène. Et ça c'est hyper important aussi. C'est nos textes, mais c'est son plateau. Mais vous étiez présent aux lectures, par exemple, et ça, c'était un espace justement génial pour que... Bien sûr, c'est fondamental. Par exemple, ça, c'est vraiment un truc que nous, on adore faire, c'est quand on est avec les comédiens. Il y a des choses toutes bêtes qui sont parfois... ça dépend des comédiens, ils ont tous leurs trucs, mais par exemple, il y en a qui comprennent pas forcément certaines vannes. Donc en fait, il faut leur expliquer, par exemple, certaines vannes pour qu'ils puissent en fait les interpréter bien et que tout d'un coup ça devienne drôle. Ou d'autres qui n'arrivent pas à prononcer certaines phrases, donc il faut un peu adapter à leur phrasé, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait pour que tout le monde soit à l'aise avec son texte. Et en fait, comme on est dans un truc de dialogue assez permanent, on avait un groupe WhatsApp, pour y revenir, avec Louis, le réalisateur, où il nous envoyait quotidiennement des questions, à vrai dire, même sur le plateau. Il nous disait, voilà, dans telle scène, il y a telle réplique, j'ai tel comédien qui me demande s'il peut le changer comme ça, moi je sais pas trop, j'ai un doute sur ça ou ça, machin, voilà. Donc, et on disait, oui, non, est-ce que tu peux oui, mais tu peux le modifier comme ci ou comme ça, enfin voilà. On était dans une collaboration perpétuelle du début à la fin du tournage. Et vous êtes aussi réalisateur, parce que vous avez fait partie de l'équipe B, c'est ça ? Ouais, on a aussi réalisé on était réalisateur équipe B, donc on a eu une dizaine de jours, on a filmé par exemple quasiment tout ce qui se passe dans le loft, fallait bien les remplir, tous les écrans de la régie avec des lofters qui passent, qui mangent des chocs à pic, tous ces trucs-là, c'est nous qui les avons faits. On a fait... mais du coup, c'est pas évident parce que vous êtes réalisateur, mais fallait s'adapter au style de Louis, du coup. Ouais, c'était son storyboard. C'était là-dessus, on était à nouveau à son service. C'était lui le réalisateur, c'est lui qui signe. Donc on lui montrait tous les plans qu'on faisait et parfois on lui envoyait sur WhatsApp pendant qu'on les tournait. Et lui, il était en train de réaliser en équipe A et puis il nous répondait parfois plus serré s'il vous plaît. Et on refaisait la prise plus serrée. Après, on était quand même très en phase de manière générale sur le style parce que, encore une fois, si c'est Louis qui avait été choisi, c'est qu'on avait tous à peu près la même vision du projet. D'ailleurs, je préciserai quelque chose qui a été fondamental dans notre rencontre avec Louis, c'est qu'on avait la même envie sur le débit de jeu des comédiens. C'est-à-dire que les comédiens jouent très vite. Normalement, je sais pas combien de pages font les scripts, mais ils font à peu près 55, 56 pages. Ouais, 55 pages à peu près, et les scénarios, et au final, les épisodes font 45 minutes. Donc on est vraiment sur des comédiens qui jouent très vite, et ça, c'est une envie sur laquelle on s'est retrouvé avec Louis. Avec la même ref, en fait, qui était The Social Network. Louis est un réalisateur de thriller, donc il s'est vu, enfin, il a compris pourquoi on venait le chercher, comme Aaron Sorkin et Scott Rudin étaient allés chercher David Fincher sur un scénario de gens qui se parlent en fait. C'est pour en faire un thriller, donc voilà, on était alignés. Et ça c'est intéressant parce que vous, comme document de travail avec Louis, vous aviez des storyboards. Du coup, vous parliez, vous discutiez sur des bases comme ça, concrètes quoi. J'ai l'impression que c'est pas si courant que ça en fiction d'avoir des storyboards. Il prépare tout, Louis. Il est hyper rigoureux sur ses. Il n'y a pas un décor qui n'avait pas un plan au sol précis. On savait pas, peut-être même 2 mois à l'avance.
d'où marcherait le personnage pour aller jusqu'où. Vraiment, tout était posé. Mais ça aide énormément en fait, parce que ça permet à tout le monde de visualiser et de. Voilà, parce qu'aussi on a un rythme de tournage qui est, enfin voilà, là c'est la productrice vraiment qui parle, qui vraiment défie l'entendement. Donc lui, il a besoin d'être extrêmement prêt, exactement pour être en fait sur ces détails. Enfin c'est pas des détails, mais sur ces placements-là, sur ces mouvements de caméra, etc. Pour être avec ses comédiens et vraiment prendre ce temps-là, parce qu'on faisait quoi, du 7-8 minutes utiles par jour. Enfin, ça allait à une vitesse. Je précise que vous avez dit, oui, c'est 55 pages, mais c'est 70 à 80 séquences. En fait, ils écrivent de manière très, très rythmée. Donc, c'est hyper difficile à tourner. Nous sommes le cauchemar des producteurs. Ouais. Donc, c'est pour ça que Louis fait ce travail en amont. Oui, mais en même temps, c'est le secret d'un rythme soutenu. Enfin, du coup, voilà, c'est intéressant aussi. On n'est pas que client de ça. On adore aussi des séries qui sont beaucoup plus lentes, où il y a beaucoup moins de séquences. Mais c'est vrai que nous, naturellement, on écrit beaucoup de séquences. Beaucoup. Maximum 40-45 secondes par scène. Okay. Du coup, là, vous nous avez un peu parlé de Amazon, comment vous travaillez, mais est-ce que vous pouvez parler plus en détail du diffuseur, comment était la relation avec eux tout au long de la série ? Nous, alors, les producteurs et les diffuseurs, parfois, c'est un petit match de boxe sur plein de choses. Mais nous, d'un point de vue artistique, on a eu, je crois, une relation assez idyllique. Il y a eu, en fait, quand ils ont lu le pitch deck, puis les arches, on a fait un premier rendez-vous avec eux, à l'issue duquel ils nous ont dit faites ça, faites ce que vous avez écrit, allez-y, faites-le comme ça. Et en fait, à partir de là, ça n'a été que. Je veux dire quand même que ça nous a perturbés. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce rendez-vous en se disant ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors qu'en fait, ils nous disent juste c'est très bien. Enfin, mais on avait je sais pas, nos expériences passées nous faisaient dire que c'est louche. Un diffuseur qui nous dit pas de tout réécrire. En fait, voilà, du coup, ça a été. On parlait tout à l'heure de l'organisation, un peu de la hiérarchie des livrables. D'abord avec Clara, puis avec les prods, puis avec eux. Et à chaque fois, c'était améliorer le texte pour aller dans le sens dans lequel on souhaitait aller. Il y a un truc, en fait, qui est vachement important, je trouve, et qui est vachement précieux, c'est quand le diffuseur et les producteurs nous aident à accoucher de nous-mêmes. Donc parfois, ils peuvent avoir des envies qui vont pas forcément vers là où on veut aller nous, mais en fait, il faut qu'ils se les gardent pour eux, ces envies-là. Et ils les mettront ailleurs quand ils écriront des séries. Non, mais là, c'est vrai que ça a été notre chance. Je trouve c'est que dès le début, on faisait la même chose. Et ça, c'est resté jusqu'à la fin. Et c'est très, très rare. Et je pense qu'on mesure notre chance là-dessus parce que on n'a pas eu de moment où on nous... le seul moment qui a été très difficile, je trouve, c'est au moment du green light où on est passé de 8 épisodes à 6 épisodes pour des raisons de budget et qu'il fallait réécrire, en gros, ces arches en à peine quelques jours. Bon, en réalité, ils nous ont dit ça conditionnera pas le green light parce qu'on sait que c'est pas possible de vraiment le faire, mais dans les faits, après, il a fallu réécrire tous ces épisodes. Et ça a été très difficile d'un point de vue des textes, mais sinon, à part ça... on allait quand même dans le même sens et ils nous ont vachement soutenus là-dessus. Donc ça, c'était quand même un plaisir. Et pour les droits, c'est-à-dire que quand même vous utilisez, il y a des vraies personnes, même si vous avez changé, donc comment est-ce que vous avez jonglé avec ça ? C'est peut-être plus une question de prod, mais... C'est Clara qui va répondre. Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on a décidé de faire en réalité, c'est que les personnes qui étaient connues du grand public, on les a laissées à l'écran telles quelles avec leur vrai nom et on leur a pas créé d'intériorité vraiment. On n'a rien montré de plus que ce qui était déjà disponible. À part Loana, mais Loana était consultante sur la série, elle a pu rencontrer les auteurs et par ailleurs, il se trouve que Alexia avait les droits en plus sur son autobiographie, donc on était quand même sur quelque chose de plus... elle n'a pas été traitée de la même façon que les autres lofters, on a communiqué avec elle, donc c'était autre chose. Et ensuite, sur les personnages, en fait, sur les personnages réels, on a travaillé avec un cabinet en fait, d'avocats qui nous a aidés aussi sur les règles, sur ce qu'on pouvait faire, ne pas faire. Et donc, voilà, ça a été... L'idée, c'était toujours de garder, en fait, ce qui était réel dans les ressentis, dans les grands mouvements, dans la réalité business, mais
pas forcément, par exemple dans la relation entre Isabelle et ses parents, ça a été plus fictionné, des choses comme ça, on a pris des libertés. Tu dis aidé, je dirais même parfois surveillé, surveillé. validé par le cabinet d'avocats, c'est-à-dire que les textes étaient quand même relus et qu'au final, chaque plan de chaque épisode a été validé par le cabinet Parce d'avocats. qu'il se porte garant juridiquement en fait. Donc il fallait qu'on ait un feu vert sur toutes les décisions qu'on prenait, toutes les distances avec la réalité. Il fallait qu'ils nous disent vous pouvez le faire. Mais après, je tiens quand même à dire que je pense que j'en suis sûre, même si on ne s'était pas associé à Banijay, qui avait quand même les droits sur la marque Love Story, sur ces choses-là, on n'aurait jamais pu produire la série avec ce tel niveau de véracité. On n'aurait pas pu utiliser même les logos TF1 M6, c'est des choses qu'on a dû négocier, et notamment parce qu'on avait la force de frappe Banijay. Enfin voilà, ça nous a apporté la possibilité. Honnêtement, moi quand on a m'a été dit critiqué là-dessus, mais au final c'est ce qui nous a permis d'être au plus proche du réel, vraiment. Moi, quand on nous a dit qu'on allait avoir vraiment la tour TF1 dans la série, j'ai halluciné. Je sais pas pourquoi ils nous ont laissé faire ça, c'est fou. Parce qu'on était allé filmer une autre tour au cas où. C'est vrai, on l'avait fait. Hein. Mais on a eu la tour. Parce que sinon, les locaux d'M6, c'est la tour Montparnasse. Et du coup, pour terminer, parce que c'était génial, du coup, est-ce que vous pouvez donner des conseils? Quels conseils vous donneriez à vos collègues scénaristes, pas forcément jeunes, mais entre autres jeunes et moins jeunes? Bah, vraiment, le conseil principal, c'est regardez vos idées d'il y a 8 ans. Alors là, ça c'est... parce que... Non, mais c'est la vérité, c'est parce que nous, ça fait donc... c'était un projet qu'on traînait depuis donc 2012 à peu près, quand on l'a lancé, et en vérité, on n'a jamais complètement lâché. Puis il y a eu d'autres projets derrière qu'on n'a pas lâché et qu'on est en train de faire maintenant. Et voilà, et donc on a ne pas lâcher ces idées. Faites vos poubelles tout le temps. Il y a des très bonnes choses dans vos poubelles. Et ne pas lâcher non plus au niveau casting, parce qu'il y avait une actrice que vous adoriez, vous êtes battu pour la voir. Ouais, c'était... Il y a une actrice, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Non, il y a une actrice, effectivement, qui aujourd'hui fait tellement l'unanimité, c'est un délire. C'est Marie, pour le rôle de Loana. Et on était tous alignés dessus, mais il y a eu des inquiétudes d'un côté... je sais pas ce que je... Voilà, et donc ça a été un combat, mais en fait aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que c'était une évidence en fait. C'était une évidence, ça ne pouvait être qu'elle et personne d'autre en France qui pouvait jouer Loana, quoi. Et je tiens à dire qu'il l'avait en tête au moment où ils écrivaient vraiment les scénarios. On ne la connaissait absolument pas, on l'avait juste entreaperçue dans Les Magnétiques de Vincent Cardona. Vincent Cardona? Oui, c'est Vincent ça. Maël Cardona. Vincent Maël Cardona. C'est ça. On l'avait aperçue dans ce film, je ne sais pas pourquoi, et on s'était dit, elle ferait une Loana incroyable, parce qu'elle était blonde déjà dans ce film, mais alors qu'elle n'est pas blonde. Mais je sais pas, c'était une évidence. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc dans l'élocution et dans la fragilité qui nous renvoyait complètement à la Loana de 2001, et ça nous était apparu comme une évidence, alors qu'elle était absolument inconnue à ce moment-là. Et le casting, elle est même venue quasiment dans son rôle pour convaincre. C'est ça qui a hyper bien marché. Alors la première fois, non. Le miracle de la vie, c'est que derrière, dans la foulée, elle se retrouve à passer le casting de Follow, n'est-ce pas, réalisé par Louis aussi. Et Louis nous écrit, nous dit, je vois Marie Colomb, votre Loana chérie. Et puis après, il nous écrit, il nous dit, je la prends en fait, elle est trop bien. Et du coup, ils sont devenus très proches et ils ont hyper bien appris à travailler ensemble. Donc, quand on est arrivé sur les castings et qu'il fallait la préparer, il l'a préparé comme. Enfin, c'était fou. Hein, le travail de préparation qu'elle a fait pour passer le casting, elle est arrivée aux essais, c'était Loana, quoi. Ouais. Et je peux préciser que, à l'inverse, nous, il y a eu par exemple Anaïde, c'était pas du tout une évidence, par exemple, pour nous au début. Et elle est arrivée en casting, elle était incroyable, elle avait passé probablement 70 heures à regarder des interviews d'Alexia Laroche-Joubert sur YouTube. Qu'elle ne connaissait pas avant. Hein. Donc elle l'avait découverte, elle avait lu le script, elle l'avait découverte, elle avait tout regardé, elle avait tout emmagasiné, elle était chez le coiffeur, elle a dit je veux cette coupe de cheveux, elle a été chez le coiffeur, elle est arrivée aux essais avec la coupe, tout. Et nous, on a été tous complètement scotchés par la performance. Voilà. Pour le coup, là, ça a été une évidence immédiate. C'était une idée de Prime Video, pour le coup. Quand ils nous ont dit, voyez la nana qui fait des vidéos rigolotes sur Instagram, là, on aimerait bien que vous la voyiez. On a fait genre...
Donc en fait, soyez curieux, voilà, laissez-vous surprendre. Du coup, peut-être que le public a des questions. Attends, juste. Je pense juste une seconde, qu'il te faut un micro. Pardon, le micro. Il faut que tu le micro parce que sinon on va pas t'entendre. Sinon, le dans podcast ne sera pas. Bah merci parce que c'est passionnant. Et j'ai une question pour vous trois au sujet de votre collaboration avec la vraie Loana, parce qu'elle est créditée au générique. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que ces échanges avec elle ont pu vous apporter sur l'écriture du personnage? Donc Loana, pour commencer, on a lu son livre. Ces 2 livres. Ces 2 livres d'ailleurs, on a lu ces 2 livres et on avait on était très très proche déjà dans le texte de ce qu'elle était, mais il y avait des trous, il y avait des petites interrogations. On s'était fait une liste de questions et on avait demandé à Alexia si par hasard il y avait une chance, un moyen de la rencontrer. Elle a rendu ça possible, ce qui n'était pas évident, et on a rencontré Loana à un moment où elle allait très bien. Elle allait bien à ce moment-là. On a passé une après-midi, enfin quelques heures avec elle. Et Le réalisateur aussi, quelques temps plus tard voilà. aussi. Et on a eu la chance d'échanger avec elle et elle nous a confié énormément de choses qu'elle avait dites nulle part, notamment tout ce qui concernait sa fille, le rapport au père de sa fille. Toutes ces choses-là, on les avait pas lues, on les avait pas vues, et ça a donné lieu à un épisode entier en fait. Donc et voilà, on a aussi Sur sa mère aussi. Sur sa mère aussi, son rapport Sur à sa mère aussi. Non, mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'à ce moment-là, elle a compris qu'on écrivait avec une vraie bienveillance et qu'on voulait lui faire honneur, lui redonner une voix, et parce que l'image que les gens ont de Loana est quand même. Il y a un truc qui est très marrant quand abîmé. on écrit sur des personnages réels. Nous, c'est un truc qui nous est arrivé plusieurs fois. C'est quand on écrit sur des personnages réels, on fait forcément un peu leur psychanalyse. Et en fait, au bout d'un moment, on les connaît tellement bien qu'on arrive à imaginer ce qu'ils ont fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand il y a des trous, on essaie de les remplir et en fait, on tombe juste. Parce qu'on se dit, bah oui, évidemment qu'il a fait ça. Et en fait, sur Loana, par exemple, c'est arrivé. Il y a des moments où on avait des trous sur ce qui s'était passé dans son parcours, notamment le fait qu'elle veuille pas rentrer dans le loft au dernier moment. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà écrit. Et quand on l'a rencontrée, on lui a dit qu'on avait écrit ça, on lui a demandé si ça la dérangeait, elle a dit mais pas du tout, je n'ai pas voulu rentrer. Sauf qu'au lieu d'être dans la voiture, c'était sur le plateau, juste avant la fin de la coupure pub, au moment de rentrer dans le loft. Mais bon, ça se joue à 5 minutes près. Mais en fait, là, en ayant écrit le personnage comme on l'avait écrit, bah, on était tombé juste. Et je voudrais ajouter que malheureusement après ça, elle est devenue assez injoignable pendant tout le reste de la production, donc ça s'est un peu arrêté là, nos échanges avec elle, et on a redécouvert Loana sur le plateau de Cyril Hanouna des mois plus tard. Voilà. Il y avait eu quelques petits échanges de messages un peu laconiques entre nous et elle, mais voilà. Mais bon, en tout cas, tout ça s'est fait dans beaucoup de bienveillance. Ok, merci. On sait qu'elle n'a pas vu la Juste série. derrière. Ah, aussi. Oui, petite question très rapide. Vous avez dit que vous avez trouvé votre thématique assez tardivement. Du coup, quand vous commencez l'écriture, vous pensez que c'est une série qui parle de quoi? C'était le voyeurisme, non? Vous avez Peut-être pas- peut-être de voyeurisme, je crois. Je crois que c'était ça. C'était ça, non? On cherchait. On cherchait, ouais. Si, je crois que c'était ça, le rapport à l'intime. On avait un Raphaël qui était très discret, une Isabelle qui était plus exhibe. Je crois qu'on s'imaginait que ça faisait une série. Et en fait, non. Le rapport à l'éthique, à la morale aussi. Ouais. Un peu autour. Ouais. Allez, Franchement, je ne sais plus trop. Mais je pense que tu as un peu raison, parce que c'est pour ça notamment que, par exemple, à la fin de l'épisode 2, quand Raphaël trahit, il se regarde dans les miroirs, il se regarde lui-même dans plein de miroirs. Je sais plus. Bon. Il y a Ça tout un devait truc être- sur la pulsion scopique de toute façon, sur voir, être vu, et voilà. Bah, de toute façon, clair c'est pour ça que qu'il y a des c'est miroirs. normal, hein. Il y a des miroirs dans toute la série. Il y a des télés Des partout. écrans. Il y a des écrans dans tous les sens. Enfin, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, en fait, on croit qu'on a une thématique, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas vraiment à formuler comment elle est problématisée. C'est-à-dire, quelle est la question qu'on pose? C'est facile de dire notre thématique, c'est l'image, c'est le rapport à l'image, je sais pas quoi, mais en fait, c'est quoi la question? Et en fait, sur l'ambition, il y a un moment où on a trouvé tout un tas de questions, et notamment, qu'est-on prêt à sacrifier pour arriver au bout de nos ambitions? Bah là, ça, c'est une vraie thématique.
Dernière question. Oui. Oui, merci, bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à votre place dans la réal. Justement, vous disiez que vous étiez très présent, que ce soit sur Culte ou sur d'autres. Comment vous garantissez ça? Est-ce que ça peut être contractuel ou est-ce que c'est juste des discussions? Est-ce que Clara, tu veux répondre à cette question? On peut pas vraiment. Nous, puisqu'on n'avait pas forcément au départ l'aval de la plateforme, on n'a pas pu leur garantir. Donc, ils ont dû nous faire confiance à nous, producteurs, qui nous sommes engagés. Et voilà, on l'a un peu fait par la force des choses. Et comme ça s'est super bien passé, au fur et à mesure, c'est devenu naturel. Mais non, ça n'avait pas été contractualisé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que sur tous nos prochains projets, c'est contractualisé. Merci. Eh ben, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci Merci pour votre beaucoup, générosité. merci. Merci à vous.